Bonjour, vous allez trouver ici dans cette présentation une série de 10 questions qui reviennent souvent lors des conférences de présentation des études et du métier, des débouchés que nous faisons habituellement et auxquels nous avons décidé de répondre. Alors c'est moi qui répondrai à ces questions. Vous avez mes coordonnées ici dans cette diapositive. Comme ça, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me téléphoner ou à envoyer un mail et je m'efforcerai d'y répondre, évidemment. Voilà l'ensemble des questions qui sont reprises dans l'ordre dans la présentation qui suit. Donc je vais passer ces questions assez rapidement, c'est vrai, en revue avec vous. Alors combien gagne un pharmacien? En effet, c'est une question qui revient souvent. Difficile à dire, ça dépend aussi de ce que fait le pharmacien, de quelle activité il a, parce que vous avez différents débouchés, depuis l'officine jusqu'à l'industrie en passant par l'hôpital, et donc c'est extrêmement variable. Il faut savoir qu'en officine, il y a un barème minimum en dessous duquel l'employeur ne peut pas descendre. Alors vous avez les barèmes qui sont ici, malheureusement, ils datent déjà de 8 ans, ils ont forcément évolué vers le haut. Et ils sont à prendre aussi avec précaution puisque ce sont des barèmes bruts. On peut dire grosso modo que un pharmacien qui débute comme adjoint, c'est-à-dire comme employé d'un pharmacien titulaire, chef d'une officine, va gagner au début environ probablement 1900, 1800 euros par mois, mais ça va évidemment augmenter. Évidemment aussi, l'employeur peut proposer plus, surtout en fonction de la loi de l'offre et de la demande, bien entendu. Et progressivement, ce salaire va augmenter pendant toute une série de tranches d'années, bien entendu. Alors, l'évolution suit aussi l'évolution générale. Il y a des projections qui existent. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations, notamment sur toute une série de sites professionnels, de statistiques et autres. Mais en effet, donc, il y a une certaine marge, vous voyez ici, d'erreur autour du salaire moyen habituel, tout simplement parce que ça dépend de l'employeur, de la situation, de l'entreprise ou de la pharmacie où on travaille. Est-ce qu'on est indépendant? Est-ce qu'on est employé d'un pharmacien qui est seul détenteur de son officine? Est-ce qu'on est employé d'un grand groupe pharmaceutique? Donc tout ça est extrêmement difficile en termes de réponse précise. Ça, ce sont des données qui datent de 2008. Quand on parle de cela à un pharmacien d'officine, il rigole évidemment parce que ce sont des sommes assez élevées. Mais il faut savoir que dans cette analyse ici qui a été faite dans le soir, il était très probable que ça tient compte de tous les métiers de la pharmacie, allant de l'industrie, où parfois on paye évidemment en fonction du poste des sommes assez importantes, en allant jusqu'au pharmacien d'officine adjoint qui vient de débuter. Donc c'est extrêmement, extrêmement variable d'un profil à l'autre. Alors, question suivante, est-ce qu'on peut travailler ailleurs? Oui, mais il y a des conditions. Alors, normalement, le diplôme belge est valable dans tous les pays européens. Il faut savoir qu'il y a probablement dans certains pays un moment de mise à l'essai parce qu'il est clair que les médicaments vendus en Belgique ne sont pas tous retrouvés en France, par exemple. Il y a aussi des médicaments français qui ne sont pas retrouvés en Belgique. Les législations varient d'un pays à l'autre, les aspects administratifs également. Donc, un pharmacien qui a son diplôme en Belgique, qui a fait son stage en Belgique, donc qui a tout appris de la pharmacie en Belgique, ne va pas d'un claquement de doigts devenir un pharmacien qui sait tout de suite comment ça se passe et qui connaît tout de la pharmacie, de la France, des Pays-Bas, de l'Italie, etc. Donc il faudra un temps d'acclimatation, mais légalement, le pharmacien belge peut travailler dans tous les pays de l'espace européen. Ça va être beaucoup plus compliqué dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, où là, il y a énormément de documents supplémentaires à fournir et aussi, probablement aussi d'un pays à l'autre, des temps de mise à l'épreuve qui sont plus longs. Mais au niveau européen, là, il n'y a aucun problème. Les prérequis, eh bien, évidemment, c'est des études très scientifiques, hein, ça, nous le savons bien. Beaucoup de chimie, beaucoup de biologie, de la physique tout de même, un peu de mathématiques. Donc, ce qu'il faut faire, si on ne se sent pas à l'aise au début, il vaut mieux d'abord avoir suivi une filière scientifique dans les études secondaires.
Si on a des craintes, avant de commencer, il y a les cours préparatoires, dont vous avez les références ici, et qui peuvent se faire à l'ULB, qui donnent des cours préparatoires en sciences générales et aussi en mathématiques, bien que bon, pour les pharmaciens, ce ne soit peut-être pas la matière la plus importante à remettre à niveau, mais si on a des craintes, autant le faire. Donc ça se fait entre, grosso modo, la mi-août et la mi-septembre, juste avant la rentrée. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses prévues durant les études. Il y a les guidances, c'est-à-dire un organisme, entre guillemets, interne à l'ULB qui accueille des étudiants qui ont des problèmes durant les temps de midi et aussi, il me semble, après les heures de cours, afin de répondre aux questions. Et donc, ce sont des personnes qui travaillent à l'université ou parfois même à l'extérieur qui viennent répondre aux problèmes des étudiants. Il ne faut pas oublier que, évidemment, la première chose à faire, c'est d'aller demander aux enseignants et aux assistants des éclaircissements qu'on n'a pas compris quelque chose. Donc, en résumé, c'est important d'avoir un background scientifique, mais ce n'est pas la seule condition. On a plein d'étudiants qui ont un background scientifique, mais qui ratent leurs études parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Et donc, à côté des prérequis, il y a aussi la méthode d'étude qui peut être améliorée ou trouvée avec également l'aide des guidances notamment, mais aussi des professeurs et des assistants. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc connaissance, mais aussi euh, méthode, bien entendu. Alors les taux de réussite sont très variables. En première année, il faut savoir qu'on a un taux de réussite qui est relativement faible, hein, situé généralement entre 30 et 50%, parce qu'il y a énormément d'étudiants aussi qui ne sont pas encore prêts, qui n'ont pas trouvé leur méthode d'étude, qui ne sont pas toujours très motivés pour les études ou qui se démotivent en cours d'études. Donc c'était très difficile de donner un taux de réussite vraiment précis à ce niveau-là. Mais en première année, il est, on va dire, entre 30 et 50%, parfois un peu moins malheureusement d'une année à l'autre. Donc ça fluctue très fortement. Dans les années suivantes, il est très difficile de parler de taux de réussite général parce qu'en fait, avec le décret paysage, les études évoluent les étudiants évoluent dans leurs études plutôt en fonction de leurs aptitudes et donc à des vitesses différentes. Et donc c'est extrêmement difficile de parler de taux de réussite d'une année, mais on va dire que sur un bloc d'examen commun à toute une série d'étudiants, le taux de réussite est situé entre 40 et 60%. Mais bon, un étudiant peut être en échec pour un seul cours, ce qui n'est tout de même pas énorme, alors que d'autres vont être en échec pour une très grande partie des cours. Donc c'est une question généralement très difficile, pour laquelle il est très difficile de trouver une réponse extrêmement claire. Et donc ça fluctue énormément en fonction du type d'étudiant, du type d'année, du moment d'études, du programme de l'étudiant, etc., etc. Est-ce qu'on peut travailler ailleurs qu'après les 5 ans? La réponse est oui, mais. Alors on sait bien qu'après 5 ans d'études de pharmacie, on est formé pour être pharmacien d'officine, donc c'est normalement là que le pharmacien devrait travailler avec ses 5 années d'études. Il faut savoir qu'il y a plein de spécialisations possibles et d'autres débouchés. Dans l'industrie, donc si on commence par là, il est possible de travailler en industrie avec son simple diplôme de pharmacien, mais il faudra évidemment être bien attentif au type de candidature que l'industrie recherche. Toutes les candidatures qui nécessitent des gens très spécialisés, eh bien, on ne pourra évidemment pas prétendre à ces postes-là. Typiquement, le poste de personne qualifiée qui libère les lots de médicaments, non, il faut une spécialisation absolument. Pour travailler dans la recherche, en industrie, très certainement aussi une spécialisation. Par contre, dans le marketing, probablement pas. Dans la distribution, probablement pas. Dans toute une série de domaines aussi, comme la communication scientifique aux pharmaciens, un délégué médical, probablement pas. Il faut savoir qu'en industrie, il y a beaucoup de recrutement aussi sur profil. Et si vous avez un profil intéressant, l'industrie vous prendra. Il y a aussi une progression sur le mérite. Et donc, si vous montrez des mérites qui sont particulièrement intéressants pour certains postes, l'industrie pourra éventuellement vous faire passer à d'autres postes. Pour la recherche, non. Là, il faut généralement toujours une spécialisation qui est un doctorat. La biologie clinique, obligatoirement formation. Hôpital aussi, si on veut être directeur ou chef de l'officine hospitalière, responsable de l'officine hospitalière.
On peut travailler dans un hôpital sans être titulaire d'une spécialisation, mais on a accès à des postes à responsabilité très limitée. On est en fait des, entre guillemets, assistants des pharmaciens hospitaliers. Donc là, c'est aussi quelque chose de très restreint malgré tout. Dermocosmétologie, il vaut mieux, mais c'est pas obligatoire. Ça dépend, comme dans l'industrie, de quel endroit, à quel endroit on va se trouver. Fonction publique, c'est comme l'industrie aussi, en fonction de ce qu'on a fait, de ce qu'on a montré durant ses études éventuellement. D'un stage qu'on aurait pu faire durant ses études dans la fonction publique à l'Agence fédérale du médicament, on pourrait être pris. Tout dépend à nouveau du profil que l'on a et des aptitudes que l'on peut montrer. Phytothérapie, pas obligatoire, mais ça ne correspond pas à quelque chose de très précis en Belgique. On peut être, plutôt herboristerie dans ce cas-ci. L'herboristerie, il ne faut pas un diplôme particulier, il faut juste que les produits soient conformes à la législation. Microbiologie, hygiène, là, évidemment, il faut mieux avoir fait une spécialisation, sinon on n'a pas les compétences. Pour enseigner en haute école ou dans le secondaire, il faut une spécialisation aussi, donc c'est l'agrégation ou le CAPAS. Travailler à l'université, il faut absolument un doctorat, on ne peut pas faire autrement. Et grossiste répartiteur, bien là, généralement, en principe, il ne faut pas forcément de spécialisation, mais ça peut aider, bien entendu, mais c'est un débouché qui est beaucoup plus rare. Le pharmacien n'est pas un vendeur de boîtes, il a plein d'autres compétences que vous pouvez consulter ici. Simplement, il faut savoir qu'un pharmacien peut très mal faire son métier et n'être qu'un vendeur de boîtes, comme un médecin peut être un mauvais médecin, un militaire, un mauvais militaire, un enseignant, un mauvais enseignant. Chacun est libre de faire le métier comme il le veut, il peut le faire mal, avec les conséquences que ça va avoir pour lui, pour sa réputation aussi. Mais normalement, nous formons nos étudiants pour qu'ils le fassent bien avec l'acquisition des compétences qui sont ici dans ce document. On ne fait pas qu'étudier à l'université. Alors évidemment, l'étude, c'est le domaine principal. Un étudiant doit avant tout penser à étudier et à travailler. Mais à côté, il peut faire différentes activités propres, donc culturelles notamment. Mais au sein de l'université, c'est peut-être plutôt ça qui est intéressant ici, il y a les associations d'étudiants qui vont permettre aux étudiants de faire autre chose. Notamment dans le domaine plutôt folklorique et culturel, vous avez le cercle des étudiants. Et dans le domaine plutôt des relations des étudiants avec les autorités de l'université et de la faculté, c'est le bureau des étudiants qui va s'occuper de ça. Les références de ces deux grandes entités de la vie estudiantine se trouvent à la fin de la présentation. Alors évidemment, ça se termine notamment par la proclamation que vous voyez ici, qui est le grand moment que vivent les étudiants à la toute fin de leurs études, mais il y a aussi d'autres grands moments, on va dire, à côté de l'institution, comme par exemple toute une série d'activités en rapport avec la récolte de fonds pour la recherche, comme par exemple le Relais pour la vie, auquel les étudiants ont fortement participé également. Et vous pouvez trouver également sur YouTube toute une série de témoignages d'étudiants de notre faculté qui sont disponibles. Il n'y a pas de quota en termes de pourcentage de recrutement d'étudiants, il n'y a pas d'examen d'entrée non plus pour le bachelier en pharmacie, ni en master d'ailleurs. Par contre, vous avez des restrictions dans les masters de spécialisation. Et donc ces restrictions sont variables d'un endroit à l'autre, évidemment. Juste pour, avant de passer à la question suivante, donc pour terminer de répondre à cette question-là, donc pour la pharmacie d'industrie, il y a un concours, c'est-à-dire qu'on prend les meilleurs étudiants. Pour le doctorat, généralement aussi. Pour la dermocosmétologie aussi. Par contre, il y a un quota et un concours aussi, c'est un peu les deux, mais en fait on prend que les meilleurs, un certain nombre, pour l'hôpital et pour la biologie clinique, parce que dans ces deux spécialisations-là, vous avez une restriction dans le nombre de pharmaciens hospitaliers et biologistes qui est imposée par l'État, un peu comme le nombre de numéros INAMI pour les médecins et les kinés. Vous avez un nombre de numéros INAMI délivrés chaque année bien précis pour les pharmaciens hospitaliers et pour les pharmaciens biologistes. Donc il y a un nombre limité, on prend que les meilleurs. Il n'y a que pour l'agrégation ou le CAPAS qu'on n'a pas
d'examen d'entrée, ni de numerus clausus, entre guillemets, enfin, de concours. Pour faire de la recherche, eh bien, vous pouvez déjà écouter le témoignage d'un de nos collègues sur YouTube. Je dirais que c'est très variable, mais il faut être un très bon étudiant. Il faut se montrer, il faut montrer qu'on en veut, il faut montrer qu'on a de la personnalité, qu'on a le désir de continuer plus tard, qu'on veut travailler et qu'on veut même parfois mettre certaines choses de côté pour se concentrer sur son travail. Ça ne se limite pas en effet à avoir des beaux points, ça se montre aussi à avoir une belle mentalité. Et donc, il faut bien se dire une chose, pour faire de la recherche, il faut être, 1, parmi les meilleurs, 2, une bonne personnalité, 3, pas avoir peur de bouger plus tard. Il faut aller à l'étranger, pratiquer des langues étrangères, donc notamment l'anglais, aller passer du temps à l'étranger et mettre de côté certaines choses. Il ne faut pas vivre évidemment complètement fermé, mais mettre tout de même certaines choses de côté, comme peut-être la vie de famille, l'amusement, les amis parfois, parce que la recherche prend beaucoup de temps, et demande beaucoup de concentration et beaucoup de travail. Et c'est très variable d'un moment à l'autre. Parfois, on peut travailler pendant une semaine full-time, et puis à un autre moment, eh bien, être un peu plus libre, et donc ça se gère comme ça. Donc beaucoup de courage, je dirais, en général. Mais dans les études, ce qui est important, c'est montrer que l'on en veut, montrer qu'on a des capacités, montrer qu'on est sérieux, montrer que, en effet, on a une personnalité qui a vraiment envie de faire de la recherche. Alors la réponse très courte, sciences biomédicales, en fait, ça conduit essentiellement à des débouchés qui sont hors pharmaceutique, je dirais, propres à l'officine, notamment. Ça, c'est la grande différence entre les deux, puisque évidemment, pour travailler en officine, il faut faire de la pharmacie d'officine. Maintenant, il y a tous les aspects recherche et industrie pharmaceutique. Ceux qui font les sciences biomédicales se situent un peu entre la médecine et la pharmacie et ils sont surtout dirigés vers la recherche en entreprise pharmaceutique, vers l'enseignement et également vers la communication scientifique et médicale. Mais ils ne peuvent pas faire du diagnostic comme les médecins, ils ne peuvent pas délivrer de médicaments, ni concevoir des médicaments et libérer des lots de médicaments comme le font les pharmaciens, notamment en industrie. Donc c'est ça la différence. C'est une formation médicale, mais qui est hors médecine pour l'aspect diagnostic et hors pharmacie pour l'aspect fabrication et contrôle et délivrance du médicament. Donc c'est pour tous ceux qui ont envie de faire, je dirais, des sciences médicales, mais sans faire la chimie du médicament, la conception du médicament et les aspects réglementaires du médicament, et sans faire de médecine, c'est-à-dire sans toucher aux patients d'une certaine manière. Maintenant, il vaut mieux vous renseigner également auprès de ceux qui s'occupent des sciences biomédicales, donc qui sont en médecine, pour avoir vraiment la liste des cours et des débouchés précis. Mais si on veut parler de la différence avec la pharmacie, c'est ça. Et vous avez également, pour tous les aspects vie estudiantine, le bureau des étudiants et le cercle. Là, vous trouverez sur ces sites internet des témoignages, les activités qu'ils font, pour vous faire une idée, et également les contacts généraux que vous pouvez contacter pour plus amples informations. Voilà. Je vous remercie. Et pour tout renseignement généraux, vous pouvez contacter soit moi-même pour les renseignements et les débouchés, et pour les aspects administratifs, le secrétariat. Je vous remercie pour votre attention.